Parfois, je me dis que l'année 1859 est semblable à une grande couche sous-marine qui a déterminé, par une infusion discrète et inconsciente, une partie non négligeable de l'art et de notre culture depuis cette date. De même que Philippe Muret parle d'un 19e siècle à travers les âges, il faudrait écrire un 1859 à travers les âges. Dans l'histoire des sciences, ce millésime est à jamais marqué par la publication de Darwin sur l'origine des espèces en novembre, mais il a été encadré par deux moments qui, pour anecdotiques qu'ils puissent paraître en comparaison, n'en sont pas moins les signes d'un séisme dans les modes de représentation du monde, un séisme dans ce que les Allemands nomment le Weltanschauung. Ce terme, Ernst Haeckel l'affectionnait. Au printemps 1859, il est âgé de 25 ans. C'est là qu'il arrive dans le sud de l'Italie pour y conduire un séjour d'études financé par ses parents, à dessein d'approfondir ses recherches en matière de zoologie. Il était d'abord passé par Rome, où il fut très marqué par les beautés de l'Antiquité, puis en même temps exaspéré par les dogmes catholiques, avant d'atterrir à Naples. Et là, à Naples, donc, entre avril et août, sa correspondance témoigne d'une certaine frustration. Il écrit notamment que l'acheminement de son matériel a été vain, qu'il est sceptique quant à sa propre vocation et à ses propres capacités. Et puis, en parallèle de ces doutes, eh bien, il s'accomplit, mais dans un autre registre, il s'accomplit dans un registre sensible, en signant un certain nombre d'aquarelles extrêmement raffinées qui rappellent à certains égards les études romantiques de ses aînés Runge, Friedrich ou Carus. La jeune école à Naples est pour ainsi dire écartelée entre ses appétences artistiques et ses ambitions de savant. Et puis, à partir de la fin du mois d'octobre 1859, eh bien, il arrive à Messine. Et là, grâce au détroit qui sépare la péninsule de la Sicile, et grâce à la présence d'un courant marin qui achemine des micro-organismes jusqu'au port, eh bien, Haeckel est abreuvé de matériaux et il ne sait même plus par où commencer. Alors, dans ses lettres, eh bien, le ton change et il se dit soudain très enthousiaste, il se dit plein d'espoir. Et en fait, c'est un peu son explosion cambrienne à l'échelle biographique. Alors, il dit en décembre 1859, toujours dans sa correspondance, que cette fois-ci, il en est convaincu. Il travaillera, dans la foulée des découvertes pionnières de Christian Ehrenberg et de son professeur Johannes Müller, sur les rhizopodes radiolaires, qu'il nommera plus tard protozoaires. Et d'ailleurs, à cette période, sur environ 5 mois, donc jusqu'au début des années 1860, il va identifier 144 spécimens nouveaux. Alors, pour trouver ces nouveaux spécimens, il passe en revue, au microscope, des milliers et des milliers de gouttes d'eau, de sorte que dans l'infiniment petit se révèlent des mondes entiers, et puis, en plus, eh bien, ces mondes s'avèrent extraordinairement beaux. Et cette beauté, elle est triplement exclusive du regard humain. D'abord, elle n'a pas son visage. Ensuite, elle ne doit rien à sa main. Et enfin, eh bien, elle se dérobe à ses yeux. Or, 1859, c'est aussi, dans l'histoire de l'art, l'année d'un des salons les plus significatifs quant à cet enjeu, l'enjeu d'une peinture qu'on pourrait qualifier d'anthropofuge. Alors je vous rassure, ce sera le seul néologisme et terme un peu, comment dirais-je, cuistre que j'utiliserai pendant cette conférence. Mais ce que j'entends par anthropofuge, et qui est donc un des objets principaux de mon ouvrage sur l'univers sans l'homme, c'est une peinture qui fuit l'humain et sa représentation. Votre micro ne fonctionne plus. Ah, pardonnez-moi. Du coup, je ne suis pas audible, c'est ça ? Pour certaines personnes. Il faut peut-être Très bien. pas pour d'autres. Faites voir. Est-ce que là, c'est mieux ? Alors, c'est que c'est à mon avis vraiment le micro qui ne fonctionne plus. Et là, je vous avoue que je suis peu expert.
Est-ce que... Oui, merci, merci. On a failli avoir un accident du coup, mais on a retrouvé du son. Merci en tout cas. Ça marche ? Non, ça marche. C'est que... À mon avis, c'est que le micro n'a plus de batterie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne m'entendent vraiment pas ? Je vais essayer de porter la voix le mieux possible. Alors, je vous disais, en 1859, eh bien, c'est aussi dans l'histoire de l'art l'année d'un des salons très significatifs quant à l'enjeu donc d'une peinture anthropophuge, c'est-à-dire d'une peinture qui fuit l'humain et qui fuit la représentation de l'humain. Plus précisément, c'est le constat à la fois inquiet et fasciné que fait Charles Baudelaire devant l'intensification d'une nouvelle ligne de force dans les arts visuels. Alors par exemple, dans le réalisme de Courbet, mais encore chez les maîtres de l'école de Barbizon, dans les études de ciel proto-impressionnistes d'Eugène Boudin, et bien sûr dans la photographie. Alors que les choses soient claires, évidemment, si on rentrait dans le détail, on s'apercevrait que Baudelaire ne traite absolument pas tous ces cas de figure de la même manière. Courbet, par exemple, en 1859, n'est pas à proprement parler présent dans son salon. Il parle de réalisme de manière plus générale, tout en ayant été, comme vous le savez, extrêmement ami avec lui avant de s'en éloigner peu à peu. Les maîtres de l'école de Barbizon, c'est quelque chose d'assez ambigu pour lui. En revanche, Eugène Boudin, en 1859, puisqu'il vit en grande partie en Normandie, chez sa mère, il le découvre et il explique qu'il ressent une sorte d'ivresse, comme avec un opiacé au contact de ces ciels, mais lui dit attention, il ne faut pas oublier que la présence humaine est quand même quelque chose d'important. Et enfin la photographie, là aussi c'est tout à fait différent. Baudelaire est à la fois très ami avec Nadar, c'est même avec Théophile Gautier sans doute le seul véritable ami qu'il ait eu dans la vie, mais d'un autre côté, par une sorte d'anticipation cauchemardesque, eh bien, il affiche sa méfiance à l'endroit de, je dirais, la fascination qu'il y a des foules pour la photographie, plus que pour la photographie elle-même. Bref, la hantise de Baudelaire n'est pas seulement celui d'un art dont est exclue la figure humaine comme motif, mais celui dont est exclu le prisme de l'esprit humain et de son sens de l'idéal au nom du positivisme triomphant. Ce que redoute le critique et poète, c'est une sorte de contamination malsaine où l'œil froid et mécanique viendrait se substituer à l'œil doté du pouvoir d'imagination de l'être humain, ce qui donne notamment en 1859 ces deux textes. Le réaliste, mot à double entente et dont le sens n'est pas bien déterminé, et que nous appellerons, pour mieux caractériser son erreur, un positiviste, dit, ouvrez les guillemets, je veux représenter les choses telles qu'elles sont ou bien qu'elles seraient, en supposant que je n'existe pas, fermez les guillemets, l'univers sans l'homme. Et quelques pages plus loin dans la publication définitive, ce salon en fait avait été publié en quatre livraisons. Donc dans une autre livraison, je sais bien que l'imagination humaine peut, par un effort singulier, concevoir un instant la nature sans l'homme. Les artistes qui veulent exprimer la nature moins le sentiment qu'elle inspire se soumettent en eux à une opération bizarre qui consiste à tuer en eux l'homme pensant et sentant. Alors, si nous avions pu, en cette année 1859, excusez-moi, le texte, si vous voulez le relire en entier. Si nous avions pu, en cette année 1859, passer par Paris et y visiter le salon aux côtés de Charles Baudelaire, si nous avions pu ensuite nous rendre à Londres pour acheter un des premiers exemplaires de l'essai de Darwin en novembre, et puis ensuite séjourner en décembre à Messine et glisser notre rétine dans le microscope de Haeckel, nul doute que nous aurions été pris d'un sentiment de vacillation dans nos systèmes de représentation, dans notre Weltanschauung. Nous aurions le sentiment d'un décentrement, d'un désaxage, parce que l'humain, naguère encore point de départ et point de convergence nécessaire des systèmes de représentation collectifs, aurait soudain semblé accessoire, dérisoire, contingent. Alors c'est là une rupture énorme avec l'humanisme de la Renaissance, qui tendait tout à la fois à placer l'humain comme étalon de l'univers et qui cherchait à emboîter l'avancée des connaissances dans l'édifice religieux existant. On sait que dans le domaine de la création, la Renaissance avait renoué avec les préceptes aristotéliciens et parmi ceux-ci, il y avait notamment la mission assignée à l'artiste d'accomplir, de réaliser
la perfection latente de la nature. Ce qui donne cette phrase d'Aristote, « L'art se doit de compléter ce que la nature ne sait achever, et l'artiste nous révéler les desseins irréalisés de la nature. » Fin de citation. En d'autres termes, la nature n'est pas parfaite, mais elle donne les signes de sa perfection, et c'est à la main et à l'esprit humain de révéler ces desseins cachés, ces desseins irréalisés. Alors bien sûr, ce n'est pas chose aisée, et les artistes peuvent toujours, et légitimement d'ailleurs, se lamenter de ne pas être à la hauteur de leur mission, de constater que la nature, malgré toute leur bonne volonté, les dépasse, ou qu'ils souffrent de devoir concourir avec Dieu lui-même. Et en fait, ça, si vous voulez, c'est, si vous me permettez l'expression, tout le Bataclan de la posture romantique dans la première partie, enfin à la fin du XVIIIe et dans la première partie du XIXe, et sans que cela soit de ma part du tout une critique à l'égard du romantisme, on peut noter qu'en fait, nombre de ces artistes développent au fond une esthétique fondée sur une autoréférentialité élégiaque. Ils constatent leurs propres difficultés à mener jusqu'au bout leur mission historique, révéler les desseins irréalisés de la nature, devant l'immensité des forces qui structurent le monde, et par une sorte de dérivatif à cette mission historique, ils ruminent l'écart entre la noblesse de leur tâche et le résultat accompli, et c'est dans l'expression de cet écart qu'ils déploient leur lamento poétique, et c'est cela qui fait œuvre. Et encore une fois, je dis ça sans évidemment aucun jugement de valeur, c'est plus pour essayer de définir la nature de ce moment romantique. Alors il n'empêche que, quel que soit ce lamento, il demeure en position centrale, dans la position de ce que Bénichou appelait les mages romantiques, et qu'ils ont la fonction éminente, éclatante, de produire la promesse de beauté qu'il y a dans la nature. Et quand on a cette donnée historique en tête, on comprend que les découvertes de Haeckel et les représentations qu'il en tire constituent un contrepoint absolument considérable. C'est un contrepoint qui est véritablement un renversement dans le paradigme de la modernité, puisque voilà en effet que la nature elle-même, à son stade le plus enfoui, le plus invisible à la perception humaine, a, là encore si vous me permettez l'expression, déjà fait le travail. Elle a déjà fait le travail de son propre accomplissement esthétique. Et d'ailleurs, certaines planches de Haeckel, et notamment celles qui ouvrent les formes artistiques de la nature, ne sont pas sans faire songer, dans leur composition circulaire, rayonnante et leur proportion parfaite, à une sorte d'homme de Vitruve de Léonard, devenu radiolaire. Mieux encore, et étonnement dans l'étonnement, cet accomplissement n'est pas le résultat d'un long processus, il se trouve à la base de la vie dans un passé radical, radical au sens vraiment de racinaire, si vous voulez, la radicalité de ce qu'on appelle radical. C'est un peu comme si l'on découvrait que les plus parfaits chefs-d'œuvre de la littérature étaient en fait dans chacune des lettres de l'alphabet. Et c'est d'ailleurs, sans doute un peu comme ça, qu'il faut lire les Voyelles de Rimbaud, écrites en 1871 et publiées en 1883, mais j'arrête là cette digression. Je pense donc qu'on a sous-estimé jusqu'à présent ce qu'a été le facteur du travail et des publications de Haeckel dans l'ensemble des avant-gardes du début du XXe siècle. Quand Marcel Duchamp, par exemple en 1912, déclare que la peinture est morte, on juxtapose la formule au célèbre épisode où il constate avec Léger et Brancusi que des machines produisent désormais des objets esthétiquement parfaits. En l'occurrence, vous connaissez évidemment cette séquence, il s'agit de leur passage devant une hélice d'avion qui apparaît comme un sommet d'élégance et de pureté technologique. Mais Duchamp, au fond, aurait pu avoir exactement la même réaction devant les radiolaires révélés par Haeckel. Au fond, maintenant que l'on sait par le microscope que la nature est intrinsèquement capable de produire des structures géométriques aussi complexes, symétriques et esthétiquement parfaites qu'un radiolaire, les beaux-arts, dans leur acception classique, ont-ils encore un sens? En fait, parmi les nombreuses raisons qui ont motivé au sein des avant-gardes historiques la prise de distance avec la mimésis et la recherche de beauté entre 1900 et 1920, il y a peut-être, plus qu'on ne l'a imaginé, le fantôme de Haeckel. Que faire? Que dire? Que produire quand on réalise que la nature est en fait secrètement capable de formes artistiques indépassables? Que faire, que produire devant les ready-made miniatures de la nature?
D'ailleurs, dans l'avènement, là aussi, multifactoriel, pluricausal, des différentes abstractions au début du XXe siècle, il me semble que Haeckel joue un rôle absolument fondamental et très paradoxal que je voudrais essayer d'expliquer vraiment brièvement. Les abstractions des années 1910 combinent en effet deux mouvements antithétiques. D'une part, elles s'éloignent de la représentation du monde visible, et d'autre part, elles tendent à être l'expression d'une réalité encore méconnue, mais qu'on pense défricher progressivement par les sciences ou les parasciences. Alors, quelques exemples, l'infiniment grand de l'espace, l'infiniment petit des atomes, les ondes électriques, mais encore les flux magnétiques, l'aura des êtres, voire la présence des esprits et des morts. Pour le dire plus clairement, les mouvements et artistes dits abstraits s'abstraient de la représentation de la réalité, mais cette abstraction ou cette abstractisation prétend en même temps exprimer mieux que ne le ferait la figuration des réalités jusqu'alors inconnues. Malgré toutes les différences entre Kandinsky, Kupka, Klee, Malevich ou Mondrian, vous retrouverez à chaque fois cette caractéristique aux allures de Janus, et je la répète donc, quand je vous dis vous la retrouvez dans leurs œuvres, mais également dans leurs innombrables écrits. Ils s'abstraient tous de la représentation de la réalité, mais cette abstractisation prétend en même temps mieux exprimer que ne le ferait la figuration des réalités jusqu'alors inconnues. Ces pères de l'abstraction avaient tous croisé la route de Haeckel de manière plus ou moins directe. On en a au moins les preuves pour Kupka, Kandinsky et Paul Klee, et cela ne m'étonnerait pas qu'on les ait aussi pour Mondrian ou Malevich. Alors je vous avoue que je n'ai pas vérifié, faute de moyens pour le faire. J'ai vraiment été au minimum du minimum ce week-end en regardant les index dans les écrits de Malevich et dans une partie des écrits de Mondrian, sans succès. Mais vous le savez très bien, c'est évidemment très très lacunaire en matière de recherche et beaucoup trop superficiel pour être probant. Par ailleurs, il est impossible de mesurer quantitativement l'impact de Haeckel. Vous voulez me remettre le micro? C'est gentil. Je crois que c'est les piles qui sont un peu usées. Qu'est-ce que je fais? Je vous attends ou je continue? Qu'est-ce que je fais? Je vous chante une chanson en attendant? Allez, je continue en parlant tout doucement pour essayer que vous tendiez l'oreille. Alors, évidemment, c'est impossible de mesurer de manière quantitative l'importance de Haeckel quand on lit Kandinsky raconter l'épisode des meules de Monet ou encore son expérience des envolées de Wagner et évidemment son tableau retourné dans l'atelier de Murnau en 1908. Quand on lit Kandinsky, on connaît par cœur ces moments clés de sa progression vers l'abstraction qu'il ensuite place mythiquement dans la première aquarelle abstraite de 1910, certainement antidatée. Enfin, je ne rentre pas dans ces faits historiographiques bien connus. Et donc, c'est impossible de glisser le nom de Haeckel à égale valeur avec ses commotions esthétiques. Mais tout de même, Haeckel est celui qui tout à la fois révèle que la nature sait mieux produire des formes parfaites que l'être humain, que ces formes a priori schématiques, mathématiques, idéales, constituent la matière de base du tissu du monde, et qu'il y a une nature cachée de la nature, et qu'il y a une nature cachée de la nature que la mimésis classique est incapable de matérialiser pleinement. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, en échangeant avec Jean-Louis en amont du colloque, il me dit mais oui, en plus, Kandinsky lit Voringer, et chez Voringer, et alors pour le coup cite Voringer comme étant un passage très fort dans sa prise de conscience, merci beaucoup, dans sa prise de conscience d'une esthétique qui doit devenir abstraite, non figurative. Or chez Voringer, il y a bien Haeckel. Vous voyez, donc ce sont des... Donc je l'approche, c'est mieux comme ça? Oui. Je n'ai vraiment pas de chance avec le son aujourd'hui, moi. Dites-moi si c'est bon, là. Ouais, formidable. Merci. Donc, en effet, je te remercie vraiment pour la remarque que tu m'avais faite en amont.
Le choc heckelien est donc énorme, et sa secousse même subliminale, même inconsciente, a forcément marqué les artistes que nous venons de citer, et a participé à leur basculement paradoxal, que je signale donc une troisième fois, pardonnez-moi, je me répète encore. Il s'abstrait de la représentation de la réalité, mais cette abstractisation prétend en même temps mieux exprimer que ne le ferait la figuration des réalités jusqu'alors inconnues. Notre évolution biologique est le fruit d'un processus né il y a des milliards d'années. Nous le savons depuis le XIXe siècle. Mais notre évolution culturelle est le fruit d'un processus né au XIXe siècle. Nous le savons aujourd'hui. Nous le savons grâce à de nombreux travaux qui, non contents de nous éclairer sur le bouleversement scientifique qu'ont constitué les théories de l'évolution au XIXe siècle, ont réussi à nous montrer comme ces théories ont elles-mêmes contribué à d'innombrables évolutions dans les champs de la représentation au XXe et XXIe siècle. Grâce entre autres, et je ne vais pas tous les citer, grâce entre autres aux immenses chantiers menés par Laura Bossi, par Jean Clair, par Arnaud Pierre, par Pascal Rousseau, par Laurence Bertrand d'Orléac, dans son livre d'ailleurs sans doute le moins connu, qui est Contre-déclin, un livre de 2012 qui est absolument admirable. Mais aussi évidemment par Jean-Louis Gaimin, par Horst Bredekamp ou par Dario Gamboni. Par bien d'autres encore, nous savons aujourd'hui que les arts et la création doivent immensément à Darwin et à Haeckel. C'est vrai du design et des arts décoratifs, bien sûr. Mais si nous examinons, par exemple, aujourd'hui le cinéma hollywoodien et ses adaptations de « Je suis une légende » de Richard Matheson, ou encore le jeu vidéo Resident Evil, ou encore les bandes dessinées comme L'Attaque des Titans ou Walking Dead, l'une et l'autre adaptées en série au succès mondial, nous serions bien avisés d'y voir l'infusion durable et déterminante du choc évolutionniste du XIXe siècle. En d'autres termes, même pour un jeune adolescent qui n'aurait jamais entendu parler de Darwin ni de Haeckel, et qui peut-être n'en croisera que les noms de manière totalement superficielle dans sa vie, et encore celui de Haeckel, à mon avis, c'est pas un passage au cliché. Eh bien, même pour celui-ci, il y a dans la culture qui l'entoure, qui le distrait, qui l'éveille parfois, qui l'abrutit aussi souvent, toutes les espérances et les inquiétudes consubstantielles à ces théories, et peut-être aussi une manière de manifester celles-ci et de conjurer celles-là. Cela peut sembler surprenant, mais je crois en effet que l'extraordinaire vogue de l'imaginaire et de l'iconographie des zombies, une iconographie d'ailleurs intéressante puisqu'elle est invasive et cannibalisante à l'image de l'objet dont elle traite. Eh bien cet imaginaire, cette iconographie des zombies tellement présente dans la culture populaire, est l'expression paroxystique de ce traumatisme créé par les théories de l'évolution et compte parmi les manifestations les plus accomplies du sentiment de vexation et d'humiliation, selon les termes de Freud en 1916, qu'a éprouvé l'être humain à la suite des découvertes de Darwin. Encore fallait-il pour que cette infusion fût possible, qu'il y ait des caisses de résonance de ces découvertes par la vulgarisation. Et je crois que comprendre Haeckel, c'est aussi prendre acte de sa force de frappe dans l'imaginaire collectif par ses qualités de prosélyte de l'évolution. Alors, par exemple, lors de l'été 1873, Haeckel va demander à deux de ses disciples, Quisling et Schlave, de sténographier ses 12 dernières années de cours à Jena, et explique-t-il, c'est à dessein de rendre accessible, zugänglich zu machen, les faits si peu connus de l'embryologie humaine et leur explication étiologique. Fin de citation. Et ça, c'est ce qui aboutira à l'anthropogénie ou l'histoire de l'évolution humaine. Et comme c'était déjà le cas dans son histoire de la création naturelle, eh bien Haeckel se livre à un combat scientifique, évidemment. Et comme tout combat scientifique, ça va sans dire, hein, un combat scientifique qui aujourd'hui est battu en brèche, remis en cause, même qui était déjà battu en brèche et remis en cause à l'époque. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de préciser cela. Il ne s'agit pas de dire que les théories de Haeckel des années 1870 sont encore des théories complètement valables à l'heure actuelle. Ça n'a bien évidemment aucun sens. Mais Haeckel se livre à un combat scientifique au nom d'une méthode et d'une tension vers la vérité, hein, mais aussi un combat pour imposer et populariser des idées et changer les modes de représentation de l'humanité sur elle-même. Ces ouvrages, ainsi que l'appareil iconographique qui les accompagne, ont donc une fonction didactique. Il y a évidemment une recherche de vérité chez Haeckel,
mais il y a aussi un désir de changement des consciences, l'ambition d'un gigantesque bouleversement de paradigme par le biais d'une diffusion large et percutante d'idées nouvelles. D'ailleurs, ce bouleversement de paradigme, il s'étend jusqu'aux religieux, puisque dès 1860, alors évidemment en 1860 c'est au contact des théories de Darwin, pas de celles de Haeckel, vous avez le Provincial Synode de Cologne, où il est rappelé immédiatement que toute théorie qui ferait descendre l'humanité d'espèces animales serait contraire aux Écritures saintes, et elles sont interdites, elles sont bannies. Alors je crois que là encore, c'est important d'avoir tous ces éléments en tête quand on examine par exemple les planches de Haeckel comparant des embryons d'humains à tous les stades de son développement avec celles d'embryons de tortues, de poules ou de chiens. Et ce qui en ressort, c'est une renversante proximité visuelle immédiatement percutante dans le développement entre l'espèce supposément la plus évoluée, la nôtre, et des espèces qui le sont supposées moins. Et donc dans ces planches, eh bien, Haeckel participe abondamment au nivellement de l'importance humaine dans la hiérarchie des êtres, au profit d'un monisme beaucoup plus égalitaire. Alors, bien sûr, Haeckel n'est pas le seul à opérer ces brèches, j'en donnerai deux autres. En 1860, alors que vient d'être publié l'essai sur l'origine des espèces de Darwin, il y a une querelle houleuse qui a lieu entre Thomas Huxley, qui défend les théories évolutionnistes, et l'évêque de Canterbury, Samuel Wilberforce. Et au terme de cette querelle, vous savez, où Darwin ne participe pas, hein, mais où vous avez sur, je crois, c'est à peu près une semaine, un certain nombre d'intellectuels, de scientifiques, de personnalités religieuses aussi, donc qui débattent des découvertes, en tout cas de la publication de l'essai sur l'origine des espèces. Et donc, au terme de la querelle, et alors que Wilberforce finit par demander à Huxley s'il concède à voir des origines issues du singe, eh bien, ce dernier répond que c'est préférable d'avoir de telles origines au nom de la vérité plutôt que de se plier à des chimères au nom de la religion. Alors l'épisode est ici, je vous le lis pas parce que, comment dire, c'est une sorte de source secondaire sur une source secondaire. Il n'y a pas véritablement de traces complètement probantes de ce moment pionnier de l'homme qui descend du singe en 1860 entre Wilberforce et Huxley. Mais Dominique Lecourt, dans un ouvrage, le raconte de cette manière en précisant bien, c'est comme ça qu'on peut imaginer la chose. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est à ce moment-là que commence à naître ce raccourci mental appelé à une immense fortune culturelle, celle de l'homme qui descend du singe. Alors, je ne vous commande pas les deux images qui sont à côté, qui sont absolument passionnantes, mais que je vous laisse, sur lesquelles je vous laisse spéculer par vous-même. C'est relativement... Bon, bah, du coup, je vais le faire. Bon, c'est relativement simple. Dans la gravure de Max Klinger, sachant que Max Klinger était donc un artiste qui était un lecteur vraiment très avisé du darwinisme, et qu'il a lui-même eu comme élève Alfred Kubin. Et alors j'ignore, je vous avoue franchement, si Kubin a lu de première main Darwin, mais ce qui est certain, c'est que Kubin en a très largement entendu parler par Klinger. Et donc, vous voyez comme on pourrait tirer un fil, étant donné l'importance de Kubin ensuite dans le cinéma expressionniste. Je ne veux pas faire du marabout bout de ficelle, hein, mais étant donné l'importance de Kubin dans le cinéma expressionniste, non pas que Kubin ait été décorateur, mais parce que son iconographie a été vraiment très très importante chez les premiers décorateurs des films du cinéma expressionniste des années 20, eh bien tout ça, tout cet imaginaire évolutionniste, il est très très présent. Alors, là encore, je ne vais pas faire des digressions sur des choses qui sont très connues, mais vous regardez le Nosferatu de Murnau, c'est complètement, bien sûr ça reprend Dracula c'est horrible, de Bram Stoker, mais c'est extrêmement nourri de tout l'imaginaire évolutionniste de l'époque, de même d'ailleurs que le roman de Bram Stoker. Fermez la parenthèse. En tout cas, dans cette gravure de Klinger, vous avez donc un savant qui est en train de toucher à la fois un crâne de singe et un livre, et qui en même temps se fait prendre l'épaule par une guenon. Et le personnage qui disparaît à l'arrière-plan, c'est un ecclésiastique. Et donc c'est véritablement, vous voyez, la matérialisation allégorique de ce changement de paradigme. Et de même, dans la gravure de Gégère, il y en a toute une série, j'aurais pu vous en apporter d'autres. Vous avez une nativité qui est revisitée
dans un registre darwinien, avec toutes sortes de singes qui entourent un nouveau-né, et le livre, si je dis pas de bêtises, c'est également l'origine des espèces qui est par-dessus. Bon, voilà, donc là aussi une allégorie tout à fait facile à décrypter. Donc ça, c'était pour vous donner un autre élément de large diffusion donc, de l'évolutionnisme à l'époque, c'est-à-dire le choc de l'homme qui descend du singe. Je vous ai dit que j'avais un deuxième exemple. Le deuxième exemple que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui de Camille Flammarion. Camille Flammarion, notamment dans un essai qui est Le monde avant la création de l'homme. Alors je dois vous dire que j'ai été très négligent, puisque quand j'ai écrit mon ouvrage, pardonnez-moi, je vais corriger Jean-Louis, qui était mon HDR, pas tout à fait ma thèse. Malheureusement, j'aimerais bien être un jeune thésard, mais c'était il y a 20 ans. Les années passent. Et donc, dans mon HDR sur l'univers sans l'homme, par négligence, j'avais pas lu suffisamment Flammarion. Or, Flammarion est d'abord absolument incroyable quand il parle de l'univers sans l'homme, dans le sens de l'univers d'avant l'homme. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a, là encore une fois, une incidence absolument énorme dans la culture populaire de l'époque. Et qui est-ce que Flammarion cite absolument tout le temps? Ernst Haeckel. Donc Flammarion écrit en 1886, dans Le monde avant la création de l'homme, « Nul n'ignore que chacun de nous a été avant de naître pendant les premiers mois de la conception dans le sein de sa mère, mollusque, poisson, reptile, quadrupède, la nature résumant en petit sa grande œuvre des temps antiques, la fameuse théorie de Haeckel. Nul n'ignore enfin que toutes les espèces vivantes se tiennent entre elles comme les anneaux d'une même chaîne. Oui, nous avons nos racines dans le passé, nous avons du minéral dans nos os, nous avons hérité du meilleur patrimoine de nos aïeux, de la série zoologique, et nous sommes encore un peu plantes par certains aspects. » Alors là, je ne vais pas du tout développer, mais juste je vous le mentionne très rapidement. Dans la création du XXe siècle et dans la création du XXIe, cette hybridation avec le minéral est également très présente. Il y avait une très jolie petite exposition, qui était une petite exposition par la taille, mais je pense que c'était vraiment une très bonne exposition, il y a 5-6 ans au musée Zadkine, qui s'appelait Être Pierre. Je vous recommande vraiment de retrouver des traces de cette exposition. Et le carton d'invitation, peut-être même l'affiche si je ne m'abuse, c'était cette œuvre de Claude Cahun, où elle s'autoportraiture, vous voyez, dans un rocher. Et puis plus récemment, la performance d'Abraham Poincheval au Palais de Tokyo, Pierre, où il s'est enfermé pendant une semaine intégralement dans une pierre, a fusionné avec elle. Eh bien là aussi, quelle que soit la dimension purement poétique ou performative, renoue avec cette idée de Haeckel ou de Camille Flammarion, selon laquelle nous sommes encore un petit peu des minéraux. Les conséquences d'une telle confusion, non pas fantasmées, mais bénéficiant d'une autorité scientifique. Quand je dis bénéficiant d'une autorité scientifique, ça ne veut pas dire que c'est encore scientifiquement exact. C'est juste que dans la deuxième partie du 19e, il ne s'agit plus de se dire que c'est les rêveries, j'en sais rien, de Coleridge ou de Goethe qui sont à l'origine d'intuitions, mais bel et bien des personnalités qui bénéficient d'une légitimité en tant que scientifiques. Donc, les conséquences d'une telle confusion sont prodigieuses, et notamment chez Odilon Redon, qui était, vous le savez sans doute, très ami avec le botaniste bordelais Armand Claveau, et Claveau lui-même un des premiers lecteurs vraiment sérieux de Darwin en France. Claveau, par l'intermédiaire duquel Redon devient donc familier des théories de l'évolution. Et d'ailleurs, il confiait au sujet de Claveau, Odilon Redon, « Il cherchait, je ne sais trop vous dire, sur les confins du monde imperceptible, cette vie intermédiaire entre l'animalité et la plante, cette fleur ou cet être, ce mystérieux élément qui est animal durant quelques heures du jour et seulement sous l'action de la lumière. » Fin de citation. Et Redon, il disait encore avoir trouvé dans ses visites dans les galeries d'histoire naturelle à Paris à compter de 1872, de quoi recourir, et là je le cite, au clavier de l'ostéologie, pour participer lui-même au transformisme des espèces. Je le cite à nouveau, « La pensée d'en créer à ma fantaisie vint bientôt, il ne s'agissait plus que d'atrophier, que de réduire, que de développer des parts de l'être à ma guise. » Fin de citation. D'où, chez Redon, une esthétique doublement hybride. Alors, elle est hybride en ce qu'elle
hybride les différents ordres, le végétal, l'animal, l'humain, le minéral, mais qu'elle les hybride selon une vision elle-même hybridée des théories de l'évolution. Redon n'est pas Armand Claveau, Redon n'est pas Darwin, Redon n'est pas Haeckel, Redon n'est pas Huxley, il puise complètement intuitivement et poétiquement dans le climat scientifique de l'époque et rend compte dans ses visions subaquatiques à la fois des découvertes des origines et en même temps, il spécule sur des évolutions futures possibles, sur des descendances fantaisistes. Il joue lui-même à l'apprenti sorcier dans le laboratoire de ses divagations iconographiques. Alors, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ce que je veux dire, pour être plus clair, c'est que du point de vue des évolutionnistes de l'époque, évidemment, on cherche à comprendre ce qu'est l'arbre qui conduit à l'être humain, mais on ne spécule jamais sur ce que sera l'espèce humaine ou ce que seront les espèces dans 10, 15, 100 millions d'années. Mais quand vous vous emparez des théories de l'évolution dans la deuxième partie du 19e, c'est trop tentant. Vous dites, mais pas possible. Si l'arbre de vie tend vers ceci et qu'il continue ses ramifications, vers quoi allons-nous? Et quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait au fond dans l'iconographie zombie ce que j'appellerais une panique darwinienne, c'est tout à fait ça. C'est que l'iconographie zombie, je pense, c'est l'idée complètement pessimiste de l'évolution qui se dit qu'à un moment donné, il y aura une dégénérescence qui feront que nous serons des caricatures de nous-mêmes. Voilà. Ce sont des hypothèses, hein, tout ça. Alors, donc dans les divagations, je reviens à Redon, et dans les divagations de Redon, il y a souvent un œil hybridé, un œil fusionné, avec un objet qui lui semble étranger. Un cube flottant, un ballon, ou encore une fleur, et notamment une fleur dans la planche 2 de son album de lithographie Les Origines. Et précisément, dans le cas de cette fleur, Redon s'interroge sur les capacités de la nature à développer non seulement ses formes artistiques, mais à avoir une vision, et donc à s'auto-contempler de manière immanente, autoréflexive, en amont de la présence humaine et du miroir de son regard. Dans cette optique, c'est le cas de le dire, on peut bien sûr parler des formes artistiques de la nature, mais je crois même, encore que le jeu de mots ne soit possible qu'en français et pas dans les autres langues, mais je crois même qu'il faut parler des forces artistiques de la nature, des forces autogénératives qui se développent en ayant une conscience immanente de leur beauté. Et ça c'est exactement la lecture que fait Gaston Bachelard des Nymphéas de Monet en 1952. Bachelard écrit ce passage tout à fait extraordinaire sur le plan littéraire. Le monde veut être vu avant qu'il y eût des œufs, pardonnez-moi, je la refais. Le monde veut être vu avant qu'il y eût des yeux pour voir. L'œil de l'eau, le grand œil des eaux tranquilles, regardait les fleurs s'épanouir, et c'est dans ce reflet, qui dira le contraire, que le monde a pris la première conscience de sa beauté. Et donc, même si chez Redon, Monet ou Bachelard, il ne s'agit pas explicitement ni du monisme, ni du panthéisme de Haeckel, on pourra tout de même nous accorder que cela y ressemble furieusement. Alors, ces forces artistiques de la nature, ces forces autogénératives, de forme artistique, n'ont cessé de fasciner le XXe et le XXIe siècle. Il serait complètement utopique, je vous le dis tout de suite, évidemment complètement vain de vouloir répertorier toutes les œuvres, tous les mouvements et tous les créateurs qui ont fondé leur processus plastique sur un processus alternatif à la main de l'artiste, mais du nouveau réalisme au land art, de l'arte povera à la performance, il y en a des centaines et des centaines, et alors d'autant plus que l'idée d'autogénération d'une œuvre ne passe pas nécessairement que par l'autogénération de la nature, elle procède aussi de l'autogénération mécanique ou algorithmique, donc je vous le dis, c'est pléthorique. Mais il se trouve que l'un des artistes aujourd'hui les plus connus au monde a poussé dans certains retranchements ce principe de l'autogénération de l'œuvre. Il s'agit du français Pierre Huyghe. Plus exactement, Pierre Huyghe a donné un certain raffinement symbolique à cette tendance, puisque dans Untitled, qui avait été présenté, qui a été présenté plusieurs fois, mais notamment à la Documenta de Kassel en 2011-2012. Donc, dans Untitled, ou dans ses zoodrames ou zoodramas, il met en scène des effigies humaines qui sont sculptées,
c'est-à-dire le prototype de ce qui a été élaboré par un savoir-faire artistique humain. Et donc, il met en scène ces effigies et il les met à l'épreuve, il les met à mal, grâce à des processus naturels qu'il a implantés lui-même dans son œuvre pour que ces processus travaillent ses œuvres. Alors cela donne par exemple, je ne rentre pas dans le détail, la pollinisation d'un buste et d'une tête dans Untitled. Cela donne encore l'immersion de la muse endormie de Brancusi au fond d'un écosystème plein d'organismes qui la malmènent négligemment et en font leur habitat. Ce qui est compliqué avec Pierre Huyghe, c'est que la référence intellectuelle, le soubassement conceptuel ne semble venir qu'après la création. Et alors ça, c'est très manifeste lors de son exposition de 2013 orchestrée par Emma Lavigne au Centre Pompidou. Alors dans un article de presse sur cette rétrospective, le critique Jean-Max Collard écrit, je le cite, « La nuit au Centre Pompidou, l'exposition de Pierre Huyghe est fermée, mais il y a encore les abeilles, les araignées et les fourmis, les créatures invertébrées des aquariums. » Et Jean-Max Collard ajoute « On songe à la lecture des textes du philosophe Bruno Latour ou du métaphysicien Quentin Meillassoux, qui s'efforce de penser un monde sans l'homme. » Fin de citation. Et dans le cours de l'article, Pierre Huyghe abonde, en discours rapporté, c'est pas un entretien, et il dit ceci, « Comme tout le monde depuis 3 ou 4 ans, donc comme on est en 2013, c'est depuis la fin des années 2000 si vous voulez, je me suis intéressé à ces textes, Bruno Latour, Quentin Meillassoux, et ça a été vraiment très fort pour moi de rencontrer ces pensées. Ça a confirmé mes intuitions, ce vers quoi j'allais avec mes propres outils. Je voudrais que quelque chose ait lieu, qu'il y ait quelqu'un ou non pour le regarder. » Fin de citation. Et alors là, je dois vous dire une chose, c'est que, en 2 mots, c'est juste un tout petit peu, vraiment anecdote personnelle, c'est que quand j'ai commencé mon travail sur l'univers sans l'homme, c'est précisément parce que j'avais vu l'exposition de Pierre Huyghe. Et où ensuite j'ai fait une généalogie qui remontait au tremblement de terre de Lisbonne. Mais moi j'ai une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, qui est un peu académique, mais où je ne fais intégrer des œuvres à mon corpus qu'à partir du moment où il y a une trace verbale qui justifie celle-ci. Et pour Pierre Huyghe, ça allait parce qu'il cite Bruno Latour, il cite Quentin Meillassoux, donc ça rentrait dans le sujet. Mais ce n'est que plus tard, grâce à quelqu'un à qui je vais rendre hommage du coup, qui s'appelle Flora Katz et qui est en train de faire une thèse sur les archives de Pierre Huyghe, elle est la seule à avoir accès à ces archives, ce n'est que plus tard que je suis tombé sur, enfin grâce à elle, c'est pas moi qui suis tombé, c'est elle qui me l'a montré, je suis tombé sur cette petite mention manuscrite de Pierre Huyghe dans ses archives, où il y a marqué « L'univers sans lâche, lâche pour homme, : possible ». Alors à la fois terriblement frustrant et extraordinaire, c'est là où on se dit qu'on aimerait bien qu'il y ait des rééditions des livres plutôt que ceux-ci partent au pilon. Mais malheureusement, voilà, c'est évidemment une sorte de... Vous voyez, Pierre Huyghe disait « J'ai eu confirmation après coup en lisant Bruno Latour et Quentin Meillassoux ». Et moi, d'une certaine manière, j'ai eu confirmation après coup en lisant Pierre Huyghe lui-même. Là, je vous le dis au passage, la thèse de Flora Katz est en train d'être achevée. Elle sera soutenue très certainement au printemps prochain. Et pour ceux qui s'intéressent à Pierre Huyghe, je pense que c'est vraiment intéressant puisque c'est suffisamment rare pour le signaler. C'est une thèse qui véritablement se fonde sur des archives pour un artiste contemporain et qui ne soit pas que dans la spéculation à son sujet ou dans le respect de sa mythologie. Donc, à mon avis, ça va être passionnant. Voilà. Alors, moi, je gagerais volontiers que plus ou moins consciemment, plus ou moins directement, plus ou moins ouvertement, il y a du Haeckel dans l'œuvre de Pierre Huyghe. Mais si vraiment celui-ci tenait à dire qu'il ne l'a jamais lu, qu'il ne le connaît pas, alors moi, je lui rétorquerais, dans l'hypothèse où il découvrirait Haeckel à présent seulement, qu'il dirait à son sujet exactement la même chose que sur Latour et Meillassoux. Il dirait « Je me suis intéressé à ces textes, et ça a été vraiment fort pour moi de rencontrer ces pensées, ça a confirmé mes intuitions, ce vers quoi j'allais avec mes propres outils. » C'est tout à fait évident quand on examine ces zoodrames que j'ai déjà cités, puisque ces œuvres aquarium sont en effet des dispositifs dans lesquels se déploient des formes artistiques de la nature de façon autonome, et où, du vœu même de l'artiste,
celles-ci existent, font sens, font œuvre, indifféremment à la présence ou non d'un œil humain pour les rencontrer. Elles sont, dirait-on en philosophie, alors je préviens tout de suite, je ne suis pas un spécialiste, je parle là selon le vocabulaire de Quentin Meillassoux lui-même, elles sont décorrélées, elles ne sont que qualité primaire sans être qualité secondaire. Mais surtout, un inconscient équeulien traverse une des œuvres les plus étonnantes de Pierre Huyghe, œuvre à la frontière entre l'installation, la performance, le film, l'aventure, la création collective. Et sans trop entrer dans les détails du protocole assez complexe de l'œuvre baptisée A Journey That Wasn't, retenons surtout qu'elle a principalement lieu sous forme d'un grand voyage d'exploration à la recherche d'une créature inconnue. Huyghe embarque des artistes, alors parmi ces artistes, il y avait notamment Xavier Veillant, il me semble qu'il y avait Philippe Parreno aussi, je suis plutôt à fait sûr, il faudrait vérifier. Enfin, l'œuvre elle-même, c'est l'œuvre de Pierre Huyghe. Hein. Huyghe embarque des artistes et des scientifiques pour aller découvrir une île non cartographiée, une île sans nom, et sur ce territoire, un pingouin albinos. Et alors c'est incroyable puisqu'ils finissent par trouver cette île issue de la fonte des glaces. Donc en effet, elle n'avait pas été cartographiée jusqu'à présent puisque c'est la fonte des glaces qui l'a formée. Et sur cette île, un étonnant pingouin qui est tout blanc. Alors cette expédition, elle tend à brouiller les limites entre le fictionnel et le réel. Bon, tout ça c'est vraiment pardonnez-moi, hein, les tartes à la crème de l'art contemporain, du discours dans l'art contemporain, mais enfin, on est bien obligé de les signaler, quand bien même ce sont des lieux communs. Et c'est inspiré par Poe et ses aventures d'Arthur Gordon Pym. Mais c'est aussi imprégné des diverses expéditions historiques du XIXe siècle. On peut notamment songer à deux expéditions. Il y a d'abord l'expédition du navire Challenger entre décembre 1872 et mai 1876. Alors qu'est-ce que c'est que l'expédition du Challenger ? Eh bien, c'est une expédition où un navire anglais, où il y a un groupe de scientifiques, va d'abord vers l'Antarctique, et puis ensuite le navire change de cap et va se diriger vers le nord et gagner les eaux plus chaudes du Pacifique. Et là, en avril 1874, au niveau du 40e parallèle sud, eh bien, les scientifiques vont ramener à la surface des boues très profondes qui tapissent l'océan, et une fois tamisées, ces boues leur permettent de découvrir des organismes unicellulaires. Et tous ces mollusques minuscules et ces foraminifères, eh bien, qui va s'atteler à les examiner? Ceux qui viennent du Challenger, c'est Ernst Haeckel, et c'est de cela dont il tirera en partie ses formes artistiques de la nature. L'autre expédition, c'est évidemment celle d'Eugène Dubois dans l'île de Java en 1890. Eugène Dubois, on le sait, avait été extrêmement marqué par la lecture de Haeckel et s'était promis de découvrir les fossiles du chaînon manquant entre le singe et l'homme. Et c'est précisément dans ce cadre qu'il part à la recherche du pithécanthrope, dont il pense et prétend découvrir la trace, avec d'ailleurs une foi assez extraordinaire, très touchante chez Eugène Dubois. Je ne me souviens plus du nom de son biographe. Il y a une biographie en anglais sur lui qui est vraiment, vraiment très bien. Alors, je vous avoue franchement, je n'ai pas lu les 350 pages en anglais, mais j'en ai lu une bonne partie. C'est à la fois très vivant et très précis. Et c'est un personnage absolument démentiel, néerlandais, et qui avait une famille, en plus, était très croyante. Et comme lui, très jeune, il croit dur comme fer à la possibilité de faire la démonstration empirique de la descendance du singe en trouvant donc les traces fossiles du pithécanthrope. Il se brouille avec sa famille. Bon, c'est tout à fait anecdotique, mais c'est juste pour vous dire que c'était une personnalité vraiment effusive et très, très, très intéressante. Donc, il a cette foi extraordinaire, et même si la découverte est très controversée, d'ailleurs dès les années 1890, il n'en demeure pas moins qu'il soulèvera l'enthousiasme de ses proches, et notamment l'enthousiasme de Haeckel, puisque sur l'île de Java, il pense avoir découvert précisément ce fossile du pithécanthrope. Et c'est à ce moment-là que Gabriel von Max, l'artiste, va célébrer la chose en offrant pour les 60 ans de Haeckel aux savants le Pithecanthropus alalus que vous avez devant les yeux, un tableau absolument extraordinaire, tableau qui est à la fois la matérialisation artistique de l'hypothèse de Haeckel, confirmée soi-disant empiriquement par Dubois, et la glorification de cette intuition géniale. Et c'est donc à ces deux titres que Gabriel von Max offre sa toile à Haeckel, qui la gardera d'ailleurs précieusement dans son bureau, et aujourd'hui encore, la toile est conservée à Iéna. Et si on regarde le traitement des personnages, eh bien on voit bien que ceux-ci sont couverts de poils, qu'ils ont les traits frustes,
mais qu'il diffère du modèle classique sur le primitif, parce que là, l'artiste leur attribue des sentiments. Le mâle en position debout et la femelle accroupie, qui porte un enfant, distille à la fois une gravité mélancolique et puis une tendresse familiale, et même, alors Gabriel von Max le dit clairement, il ajoute une larme dans l'œil de la femelle. Ils sont en somme dotés d'une sensibilité et même d'une âme qui en font des parents déjà évolués de l'humanité. Et d'ailleurs, Gabriel von Max, dans une lettre à Haeckel du 13 février 1894, dit ceci, je le cite, « Je ne pense pas que les lois de la sélection et que la lutte pour la survie aient suffi à engendrer la psyché humaine. Pour ma part, il m'apparaît que l'amour et la tendresse maternelle ont joué un rôle beaucoup plus important. » Fin de citation. Alors, évidemment, l'analogie entre Pierre Huyghe et les expéditions du Challenger ou d'Eugène Dubois au XIXe siècle, bon, ça a de nombreuses limites, notamment parce que les buts diffèrent catégoriquement. Pierre Huyghe confie vouloir produire des zones de non-savoir. Je le cite, produire des zones de non-savoir, c'est-à-dire déjouer l'intellect et la rigueur taxonomique au profit de l'intuition et du sentiment. Bon, ça, pareil, c'est une position assez classique de la postmodernité qui considère qu'il faut éprouver l'autorité de la raison. Pardonnez-moi, j'ai une admiration immense pour Pierre Huyghe, vraiment immense. Mais ce sont les postures, c'est les postures de la subversion convenue. Voilà, produire des zones de non-savoir. J'espère qu'on n'est pas complètement enregistré ou pas trop diffusé. Au contraire, Haeckel, j'allais presque dire, pardonnez-moi, mais j'allais presque dire d'une manière plus courageuse. Haeckel évoque les enjeux de l'évolutionnisme, pour lui aller vers la vérité. Il dit d'ailleurs ceci en 1899, vous savez, dans son grand ouvrage de vulgarisation, dont je n'ai pas noté le titre, mais il s'appelle les mystères du monde, tout simplement, c'est ça, les mystères du monde. Et donc en 1899, dans les mystères du monde, il parle de l'évolution comme, je le cite, la clé capable de résoudre les plus grandes énigmes de l'humanité. Et j'ai la citation en allemand, mais je vous prie de me croire, c'est à peu près fidèle. Alors, l'île non cartographiée et le pingouin albinos de Pierre Huyghe relèvent du poétique et non pas du scientifique, c'est tout à fait clair. Cela dit, il n'en demeure pas moins que même dans cette apparente opposition, et sans vouloir forcer le rapprochement, il existe des continuités de faits. Dans le cas du pithécanthrope, les querelles qui succèdent au retour d'Eugène Dubois en Europe, quant au statut de son fossile trouvé, font de ce dernier un objet de projection fictionnelle. Et pareillement, le voyage qui n'a pas eu lieu de Pierre Huyghe ouvre des brèches sur l'imaginaire et une bonne dose de spéculation. La preuve en est que je serais bien incapable de vous dire si ce pingouin albinos est bien authentique ou pas. Alors, du coup, j'ai appelé Flora Katz en lui disant, mais du point de vue des archives, qu'est-ce que ça dit? Parce que si vous regardez par exemple le catalogue de l'exposition du Centre Pompidou, qui est un catalogue formidable, mais c'est un catalogue qui emboîte les pas de l'artiste. C'est pas un catalogue d'histoire de l'art, c'est un catalogue de critique d'art. J'en fais pas du tout, c'est pas un reproche de ma part. Simplement, il y a une limite. C'est qu'on se dit, bon, d'accord, enfin, ce pingouin, il existe ou pas? Ce voyage qui n'a pas eu lieu, il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu? Et donc, Flora Katz me répondait, elle me disait, ce qui était incroyable pour Pierre Huyghe, c'est que le voyage a bien eu lieu, qu'il est bien tombé sur ce pingouin albinos, mais que, d'une certaine manière, les gens ne le croient pas et ne cessent de lui poser la question, mais c'est pas vrai, en fait, t'as pas fait tout ça. Et que lui-même, ça nourrit son œuvre et sa pensée sur les ambiguïtés entre le fictionnel et le mythologique, de constater l'impact, on va dire, de réception, l'impact sociologique qu'a eu son œuvre. Voilà. Donc, dans son protocole artistique, Pierre Huyghe va convertir les découvertes pseudo-scientifiques de son voyage en une sorte d'équivalent spectaculaire, intégrant du public en milieu urbain en octobre 2005. Ça, vous voyez, c'est l'image que vous avez à côté. En fait, ça se passe à Central Park, à côté d'un zoo, Central Park, c'est à côté d'un zoo, sur une patinoire transformée en un espace accidenté, ténébreux, obstrué par des masses noires et battu par des vents tempétueux. Et alors il y a une partition musicale qui a été composée à partir des données topographiques de l'île inconnue, et puis il y avait un orchestre symphonique qui, en l'interprétant, venait matérialiser ce territoire lointain. Et pendant l'interprétation, il y avait des variations d'intensité lumineuse, et d'un moment donné, il y a un automate qui apparaît, et bien c'est la version robotisée du pingouin blanc. Voilà, je trouvais le rapprochement assez amusant. Alors, il se trouve qu'il y a un autre artiste français, Loris Gréaud, qui a procédé d'une façon relativement comparable.
Loris Gréaud, il est connu entre autres pour ses nanosculptures, c'est-à-dire des sculptures invisibles à l'œil nu qui rappellent les squelettes de radiolaires, et il est peut-être le plus écolien des créatures contemporains. Alors je vais aller très très vite sur Loris Gréaud pour passer à ma conclusion. Je voudrais juste vous expliquer ce qu'a été son principe, c'est très voisin de ce que fait Pierre Huyghe. En 2009, en fait, il a un projet avec des chercheurs du MIT à Boston, et Gréaud s'intéresse au mode d'échange entre les créatures des abysses. Et il s'étonne de découvrir qu'en fait, les créatures des abysses ont des dialogues par la bioluminescence. Et alors, lui-même se dit qu'il va stimuler cette communication bioluminescente avec un environnement sonore approprié. Donc, il va pousser les créatures des abysses à parler avec de la lumière, si vous me permettez l'expression. Et alors, d'un autre côté, Loris Gréaud va faire une transposition de l'activité bioluminescente de ces créatures des abysses d'une façon un peu plus, comment dirais-je, un peu plus spectaculaire, puisqu'il va organiser un grand feu d'artifice à Abu Dhabi. Et ce feu d'artifice va lui-même être diffusé à Times Square sur un grand écran. Et donc c'est comme si ce qui avait eu lieu dans les fonds marins prenait tout à coup une envergure cosmique, si vous voulez. Et par ailleurs, il va ensuite faire un court-métrage intitulé The Snorks, les images que vous voyez en sont issues, et où il va demander donc à un groupe qui s'appelle Antipop Consortium de faire un concert spécialement pour ces créatures des abysses. Bon voilà, donc vous voyez, dans le cas de Pierre Huyghe, comme dans le cas de Loris Gréaud, il y a donc non seulement quelque chose d'intrinsèquement écolien hein, dans toutes ces choses-là, la frontière entre expédition scientifique, création plastique, mais je veux dire qu'il y a également quelque chose de écolien dans la transposition qui sont faites de ces expéditions. Que ce soit par le concert sur la patinoire de Central Park dans le cas de Pierre Huyghe, ou par le biais pyrotechnique dans le ciel d'Abu Dhabi et à Times Square chez Loris Gréaud, on a le sentiment de gigantesque report du monde inaccessible aux hommes, au cœur du monde humain, exactement comme ce fut le cas en 1900 avec la porte monumentale de l'exposition universelle de René Binet. Alors pour conclure cette communication, je voudrais enfin dire que dans la continuité de ce qu'a longuement théorisé François Hertz, je crois beaucoup à l'idée que les artistes ont permis l'accomplissement de deux grandes missions historiques intrinsèquement liées l'une à l'autre. Premièrement, l'affirmation de l'individualité, c'est-à-dire la possibilité pour un sujet de dire « je », et d'imposer une vision nouvelle contre celle dominante et convenue d'une communauté donnée. Et deuxièmement, l'émancipation des formes, c'est-à-dire la possibilité de donner à nos représentations symboliques et à nos émotions esthétiques une infinité d'incarnations légitimes, depuis le plus classique des portraits jusqu'à l'installation la plus absurde, en passant par le biais conceptuel, la fiction, le documentaire, la scène, le papier, la toile, le rire, les larmes, la performance ou le monumental. Je le répète, affirmation de l'individualité, émancipation des formes, telles sont les deux missions qu'ont courageusement et brillamment conduites les artistes au service d'un ordre politique plus ouvert et plus juste. Et c'est peu dire qu'Ernst Haeckel, à l'aune de ces critères d'appréciation, est à la fois un immense savant et un immense artiste. Sa ténacité, son audace, son génie intellectuel et manuel ont permis le déploiement d'une foule de formes nouvelles, ainsi que de nouvelles représentations du monde, et au sein de ces nouvelles représentations, une nouvelle perception de la place que l'être humain y occupe. En somme, la chance qu'avait eue Haeckel de tomber sur une récolte de spécimens aux confins d'infimes gouttes d'eau lors de son séjour à Messine de l'automne 1859, ce fut bien la chance de sa vie, ce fut bien celle de la vie, et c'est donc aussi un peu celle de la nôtre. Je vous remercie.